Bienvenue dans la saison 1 de Vibrer votre vie professionnelle. Je suis Sandrine Prosen, fondatrice de Prosen & Co. Et je suis heureuse de vous faire découvrir un podcast qui veut impacter positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Au fil des mois, je vais vous inviter à découvrir des personnalités inspirantes, créatives et qui se distinguent par leur choix de vie professionnelle. Tous vous partageront leur parcours et leurs conseils et leur vie fera écho, qui sait, à votre chemin. À travers ces discussions, j'espère que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités cherche à mettre dans sa vie et ainsi qu'il soit une source d'inspiration pour vous. Je suis convaincue qu'il faut s'inspirer des autres pour mieux avancer. Alors, bonne écoute et vibrez votre vie professionnelle. Bonjour Magali. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast Vibrer votre vie professionnelle. Déjà, merci d'avoir accepté d'être là. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Tu te souviens, on s'est rencontrés il y a quelques années au travers d'un événement auquel on était toutes les deux. Et ce jour-là, en fait, je suis rentrée chez moi le soir et je me suis connectée sur Instagram et je me suis tout de suite connectée à ton profil parce que ton métier m'avait interpellée et surtout, je voulais découvrir un peu qui tu étais. Et j'ai découvert une femme passionnée par son métier, qui l'aime vraiment. Tu es dans le développement personnel, mais pas que, parce que tu as une spécificité particulière, on va en parler après. J'ai vu quelqu'un d'actif, qui poste beaucoup de choses, des conseils pour les personnes qui te suivent. Et ça, j'ai trouvé ça génial, surtout dans le domaine dans lequel tu es. Je voulais vraiment aujourd'hui que tu partages ton parcours. Alors, je vais te présenter officiellement quand même. Donc, tu es Magali. Alors, arrête-moi si jamais je dis des bêtises. Non, pour l'instant, c'est Je vais reprendre mes notes d'ailleurs pour ne pas dire quoi que ce soit. Non, Magali, c'est Mama. C'est ça. J'ai bien prononcé. Tu as bien prononcé. Alors, entrepreneur, toi, depuis une éternité, on va dire. Ouais, depuis que j'ai terminé mes études de gestion, ça fait donc 27 ans à peu près, quelque chose comme ça. 27 ans, tu vois, j'avais noté 20 ans, mais alors 27 ans, aussi parce que c'est un peu la lignée familiale, je crois. Exactement. Voilà. C'est ça. Mais à un moment donné, tu bifurques complètement et tu deviens coach dans un domaine particulier, puisque tu accompagnes les parents des enfants qui ont un TDA ou un TDAH, qu'on appelle le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Exactement. Tu accompagnes les adolescents qui ont ce trouble-là également. Après, je sais que tu es aussi assez vaste dans ce domaine, puisque il y a les tops et tout ça, on ne va pas parler de tout ça. Mais en tout cas, le moteur, le cœur de ce que tu fais, c'est donc le développement personnel et développer finalement tous les talents de ces personnes-là qui ont ce trouble, parce qu'on sait que quelquefois, c'est pas si simple. C'est vrai. Et voilà. En fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie que tu partages donc ton parcours, ton métier, ta carrière, ce que tu fais en tant que femme dans ce métier-là aussi. Pourquoi est-ce que tu as bifurqué, pourquoi tu as choisi ça? Voilà. Alors déjà, je te remercie pour cette jolie présentation. Tu as tout à fait résumé ce que je fais. C'est vrai que j'ai été dans l'entrepreneuriat pendant une fois que j'ai terminé mes études de gestion. Mais sachant qu'à partir de 16h30, à l'époque j'avais 2 enfants, je troquais ma casquette d'entrepreneur contre celle de maman parce que j'avais remarqué que c'était compliqué. Le travail, c'était compliqué. J'avais donc ma fille et mon fils. Ma fille n'avait pas trop de problèmes parce qu'elle était volontaire, elle travaillait beaucoup, etc. Mon fils, c'était plus compliqué. Il bougeait, il s'agitait. Donc, si tu veux, je voyais qu'il y avait quelque chose qui avait beaucoup d'agitation, mais à l'époque, on ne parlait pas du TDAH. Parce que moi, j'ai ma fille qui a 24, mon fils qui a 21 et la dernière qui a 15. Et à l'époque, il n'y avait pas de TDAH. Enfin, on n'en parlait pas du tout. Donc, il a fallu mettre en place des stratégies pour travailler différemment, etc. Il y a eu un passage par une errance médicale, comme beaucoup de parents d'enfants qui ont un TDAH. Et vers 11 ans, je l'ai su. Je l'ai su parce que je ne trouvais pas de solution. On passe par des psychologues, par des psychomotriciens. On nous culpabilise beaucoup en disant que c'est de la faute des parents, etc. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais tapé sur Internet. Mon fils est agité. Il n'arrive pas à se concentrer. Et là, je suis tombée sur TDAH. Donc, je suis allée voir un généraliste qui m'a fait une prescription. Je suis allée faire des tests moi-même, en ayant trouvé la personne moi-même. Et je me suis présentée chez le psychiatre spécialisé dans le TDAH. C'était tout cuit, tout avait été fait. Et je lui ai dit, voilà, je pense que mon fils a un TDAH. Et il a regardé, il m'a dit oui.
Donc, pour expliquer un petit peu le TDAH, c'est donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, d'origine neurologique, qui combine 3 caractéristiques, l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. En pratique, l'inattention, c'est le fait d'avoir du mal à se concentrer, parce que toutes les idées arrivent en même temps. D'être focalisé, c'est très compliqué. L'impulsivité, c'est l'action qui précède la pensée. Et l'hyperactivité, ça peut être mentale, c'est-à-dire beaucoup de pensées envahissantes et de l'agitation. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on sait ça, on essaye de mettre des choses en pratique. C'est pour ça que quand j'ai eu un changement de vie personnel et professionnel, je me suis pas demandé ce que j'allais faire. J'avais envie... Moi, j'ai eu des difficultés avec mes enfants. J'ai envie de dire... c'est grâce à mes difficultés, c'est un peu un oxymore, mais c'est grâce à mes difficultés que j'en suis là aujourd'hui. Parce que j'ai travaillé aussi sur moi en développement personnel, que j'avais envie d'aider les parents d'enfants qui avaient des difficultés, parce que moi j'étais passée par là, j'avais mis en place des stratégies et j'avais envie de donner, de transmettre ce que je savais, de par mon expérience, mais pas que, parce que ça suffit pas l'expérience. Il y avait des formations, etc. Et d'aider les personnes de façon générale à développer leur potentiel. Alors c'est vrai que il y a pas mal de gens qui viennent me voir par rapport au TDAH, d'accompagner les parents d'enfants grâce à des guidances parentales, mais aussi les adultes, avec au niveau de la psychoéducation, de comprendre son mode de fonctionnement, pour pouvoir mettre en place des stratégies, avec la gestion du temps, la gestion des émotions, le fait d'être désorganisé. C'est un ensemble de choses pour contourner ces difficultés et mettre en place des choses et trouver son potentiel, développer sa confiance en soi. En tout cas, je suis passée par là, parce qu'en faisant du développement personnel, évidemment, on travaille sur soi. Bien sûr. J'ai développé ma confiance en moi et j'adore le développement personnel. Je ne le savais pas avant d'en faire. C'est souvent comme ça. C'est ça. La première formation que j'ai faite, en fait, je suis arrivée, je me suis assise, j'ai commencé à écouter. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, j'adore. Parce que quand tu travailles sur toi, tu apprends des choses sur toi, tu gagnes en confiance. Donc, c'est le moteur pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Et j'ai commencé par faire un blog sur le TDAH. Et après, j'ai entamé la reconversion, les formations, etc. Et je me sens à ma place. Mais c'est exactement ça. Tu es à ta place. Et d'ailleurs, voilà, moi, je reviens sur le compte Instagram. C'est comme ça que j'ai vraiment... je me suis un petit peu investie de ce que tu faisais. Et c'est ça, en fait. Tu es vraiment investie par ta mission et par ce que tu aimes faire. Et ça, je trouve ça génial. Pour toi, en fait, l'élément déclencheur, c'était vraiment, finalement, tes enfants. Et le fait de bifurquer. Mais alors, du coup, tu bifurques comment ? C'est-à-dire, c'est vraiment une prise de conscience à un instant T. Tu te dis, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de changer, je ne sais pas quoi faire, et finalement, je vais aller là-dedans. Comment ça s'est vraiment concrétisé pour toi ? Alors, il y a eu un changement de vie. J'ai arrêté mon activité, j'ai eu un changement de vie professionnelle et personnelle. Et je ne me suis pas posé la question. En fait, le TDAH m'intéressait beaucoup. Je parlais que de ça. Ouais, alors, forcément. Bon, quand tu as 3 enfants qui ont un TDAH, mon fils, il a été diagnostiqué à 10 ans, ma fille beaucoup plus tard à 20 ans. Et la dernière qui était assez active, il n'y avait pas de doute. Donc, dans la foulée, je l'ai fait diagnostiquer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent héréditaire. D'accord. Donc, je ne me suis pas posé la question. D'abord, j'ai commencé par faire un blog sur le TDAH. Une fois que ça a été fait, c'était bien l'expérience. C'est bien d'avoir, ça aide d'avoir des enfants TDAH, évidemment. Ça rassure les parents, mais ça ne suffit pas. Donc après, j'ai entamé une reconversion avec différentes formations dont je te parlerai peut-être un peu plus tard ou peut-être maintenant. Tu peux, bien sûr, vas-y. Alors, j'ai commencé par du coaching classique parce que c'était important pour moi de comprendre les bases, c'est-à-dire, en l'occurrence, les émotions. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille où on est très expansif, les émotions, c'est plutôt à l'intérieur. Donc, c'était obligatoire que je fasse une formation sur ça pour me comprendre moi, pour accueillir les émotions des gens que j'allais recevoir, sur les croyances, la confiance en soi, au moins les bases. Comme c'est des formations en pyramide, je pense. Et plus ça avançait, plus je faisais des formations plus spécifiques. Une fois que j'ai terminé cette formation de coaching classique, j'ai fait des guidances parentales, comme le programme Barclay pour les parents d'enfants TDAH, et TOP. TOP, c'est le trouble de l'opposition avec provocation.
J'ai fait un programme de résistance non violente pour les parents d'enfants avec comportement tyrannique. Une formation sur le TOP, sur le burn-out parental, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants atypiques, qui peuvent être en burn-out parental. Et après, j'ai fait aussi des formations sur les émotions, une formation d'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle pour gérer les traumas légers, le stress, etc. Et une formation de coaching spécifique pour les adultes TDAH, même si j'avais commencé à coacher des adultes TDAH avec mes formations classiques, mais avec l'intuition. Et quand j'ai fait cette formation classique, il fallait coacher directement, c'est-à-dire qu'on avait un premier séminaire, il fallait coacher directement, et j'allais dire comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, les personnes qui m'ont sollicité, une avait un TDAH. Ah, c'est drôle. Et l'autre, pourtant c'était une formation de coaching classique, ouais. Et la deuxième avait un enfant qui avait un TDAH. Et donc j'ai fait des formations plus spécifiques pour accompagner plus spécifiquement les adultes TDAH, et des formations de coaching de couple, parce que ça m'aide dans mes guidances parentales. Et tout ce qui est, on s'est rencontrés à la NBS, coaching entrepreneurial, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me contactent, qui ont un TDAH et qui sont entrepreneurs et qui ont besoin de mieux organiser leur activité. De mieux se sentir et dans leur activité quotidienne et l'organisation certainement. Et exactement, c'est ça. Et après, ça peut être d'autres personnes pour la reconversion, pour la confiance en soi. C'est des choses que je travaille très souvent, tout ce qui est confiance. Tout ça, toutes ces formations que tu as faites finalement t'ont permis de mieux te sentir certainement dans ton métier. Il y a aussi la reconnaissance quelquefois qui est importante dans le sens où voilà, je fais des formations, ça me remplit et donc je vais donner beaucoup plus facilement. Tu as dit un mot à un moment donné, c'est un peu une des questions que je voulais te poser, tu sais, donc c'est très pragmatique, très rationnel parce que c'est de l'apprentissage, c'est le coaching, c'est voilà, les guidances, comment je vais aider ces personnes avec ces troubles-là. Après, il y a une part d'intuition parce que tout le monde est différent. Comment tu gères ça ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que par rapport aux formations que j'ai faites, etc., le développement personnel, j'ai réussi à mieux me connecter à mes intuitions, parce que je n'étais pas du tout connectée à mes intuitions. Je sais pas, je peux tu pas n'y dire. prêtais pas attention. Exactement, j'y prêtais pas attention. Alors c'est vrai que quand je reçois des parents ou des coachés pour différentes problématiques, dans la première séance qui est l'anamnèse, c'est-à-dire je pose beaucoup de questions, parce que le coaching, c'est pas vraiment... je suis pas censée donner mon avis. Non. Juste poser des questions et la personne, elle doit trouver elle-même ses solutions, sinon c'est plus vraiment du coaching. Donc parfois, pendant cette première séance, je pose une question et la personne me répond quelque chose avec des mots, et pourtant son non-verbal dit complètement le contraire. Donc dans ces cas-là, oui, j'écoute ce qu'elle dit, mais j'écoute mon intuition qui me dit qu'il faudra que peut-être je travaille plus tard ce que j'ai vu en non-verbal. Après, il y a beaucoup d'outils. J'utilise pas les mêmes pour tout le monde au fur et à mesure que la personne me parle, parce que normalement, il y a un déroulé, tu poses des questions, mais il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça, qui peuvent pas répondre aux questions, qui partent, qui préfèrent parler spontanément, sans forcément répondre aux questions. Et dans ces cas-là, je laisse faire, et moi, je prends les informations dont j'ai besoin au fur et à mesure. En écoutant mon intuition, parce que je suis beaucoup plus connectée qu'avant et finalement ça m'aide beaucoup. Bien sûr. Puis la personnalité, comment la personne va interagir avec toi, c'est important. Et écouter, finalement, quelquefois tu as des informations qui peuvent venir comme ça, qui vont les aider et qui sont juste là pour justement les aider à aller sur leur chemin et à se trouver des solutions tout seul, comme tu dis. C'est ça. C'est important de le dire. Comment tu gères finalement ton quotidien, du coup, aujourd'hui, voilà, en tant que coach, voilà, spécifiquement pour ce milieu-là, pour ces gens-là, tu gères comment ta journée, par exemple ? Alors, c'est très rythmé, non ? Ouais, c'est très rythmé. C'est vrai que c'est très rythmé. Moi, j'ai un petit côté workaholic. Mais je me soigne. Mais je me soigne. Si tu veux, j'ai des parents. J'ai eu l'exemple de parents qui travaillaient énormément. Et ce qui fait que j'ai eu cet exemple. Et mon frère et moi, on est un peu comme ça. Mais je me soigne. Donc, c'est vrai que c'est très organisé. Parce que pour l'instant, je fais tout toute seule. C'est-à-dire les coachings. Je les prépare. Alors évidemment, je les prépare. Mais si la personne arrive avec une autre problématique, je laisse tout tomber. Et tu repars à zéro. Bien sûr. Je prépare les coachings. Une fois que c'est terminé, j'envoie un travail de développement personnel. Je fais des publications sur Instagram, où on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Je réponds aux gens.
parce que je pense que c'est le minimum des respects de répondre. Quand j'y arrive pas, je me mets de côté pour le répondre plus tard. Je fais la facturation. Tu fais tout toute seule? Je fais tout toute seule. Je réponds aux mails quand Alors, j'ai énormément de demandes le mercredi. J'ai toujours eu beaucoup de demandes le mercredi parce que je suppose que c'est... Journée des enfants. Voilà. C'est ça. Hier, j'en ai eu, mais... Donc, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Si je réponds pas, je fais une capture d'écran pour y répondre plus tard. Donc, oui, c'est vrai que je suis quand même... passionnée. Voilà. Et c'est vrai que ça fait... En général, les gens viennent me voir pour l'organisation. C'est souvent parce que quand on a TDAH, tu as du mal à t'organiser. Et moi, personnellement, je suis très organisée, peut-être trop organisée. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'être organisée. Pour réussir ton métier, pour réussir ce que tu fais. Et je pense que tu as investi, en fait, c'est le mot en fait, qui me venait, moi, au début, quand je t'ai présenté. C'est ça, en fait, tu as investi par ta mission. Qui est d'aider ces personnes-là. Et bon, je pense que de toute façon, plus ton organisation est rythmée, mieux c'est. Alors après, forcément, si tu fais tout, alors je pense que tes plages horaires, elles commencent à quelle heure? 9h du matin, 10h? Alors ça dépend. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils doivent aller travailler. Donc ça m'est déjà arrivé de commencer des coachings à 8h et de terminer à... C'est rare, j'évite. Alors jusqu'à l'année dernière, je ne travaillais pas le mercredi. Parce que j'avais la dernière... je suis un peu contrôlante sur les devoirs, j'avoue. Donc l'année dernière, il n'y avait pas de coaching au-delà de 17h et pas de coaching le mercredi. Mais là, elle est en seconde, elle a mis un veto complet sur le travail. Je ne peux plus du tout y participer. Donc du coup, maintenant, je prends des consultations le mercredi, je termine plus tard, etc. Voilà. Tu as rythmé ta vie différemment. Et comment tu te préserves aussi? Est-ce que tu as ta bulle? Est-ce que j'ai ma bulle? C'est plus... alors, c'est important, c'est plus des rituels d'organisation. C'est plus... j'essaye de mettre une demi-heure entre chaque coaching. C'est pas temps pour respirer, etc. J'ai pas vraiment le temps, pour être honnête, de faire des rituels de respiration, etc. C'est plus, en fait, pour... Je termine un coaching, je range les dossiers. Je peux pas travailler dans le chaos, c'est pas possible. J'ai besoin que mon bureau soit nickel. Je prends le dossier suivant, je jette un coup d'œil sur ce que je vais faire. Je rassemble mes esprits. C'est-à-dire que je quitte le coaching que je viens de terminer. Parfois, il y a des coachings qui sont plus compliqués que d'autres, qui me demandent plus d'investissement ou parfois il y a... c'est plus certain. Je pense que certaines situations, je rebondis, sont plus énergivores que d'autres. Je pense que certaines personnes sont aussi plus énergivores. Voilà. Alors bien sûr, c'est toujours la chose de se dire, c'est parce que tu les laisses peut-être un peu plus rentrer que d'autres fois ou que d'autres personnes. Et effectivement, je peux comprendre que tes plages horaires, tu dois avoir ta petite bulle entre les rendez-vous, ça c'est important. C'est rebondir, être à 100% avec la personne quand elle est avec toi. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une demi-heure pour parvenir à switcher, pour oublier tout ce qui vient de se passer, faire table rase et recommencer. Parfois, j'ai pas le temps. Parfois, ça s'enchaîne et qu'il y a 15 minutes. Dans ces cas-là, moi, je fais comme un retour à zéro pour réussir à être présente ici et maintenant. Et puis, comme tu disais, oui, il y a des personnes qui sont plus énergivores que d'autres. Il y a des personnes avec qui il y a moins d'affinité, où c'est plus difficile parce qu'il y a moins de similitudes, ou parfois qu'elles te renvoient des choses, comment dire, que tu as travaillé, ou etc. Donc, on est toujours le miroir de quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a des coachings qui sont plus énergivores que d'autres. Et c'est vrai que d'avoir un minimum de 15-20 minutes, c'est indispensable, je pense. Et je dirais même peu. Tu vois, bon, après, de ma perception. Parce que quelquefois, on absorbe tellement, en fait, aussi, même si on ne rentre pas dans on rentre aussi un petit peu dans l'intimité quand même de l'autre. Mais 20 minutes, quelquefois, ça peut être même peu. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on absorbe tellement et il faut se remettre dans le bain d'une autre situation, d'une autre personne. C'est ça. Et tout ce qui est, par exemple, séance de EFT, c'est chargé en émotions. C'est un peu plus long. D'habitude, c'est 1 heure, mais là, ça peut être 1h15. Il y a beaucoup d'émotions, etc. Et donc, c'est vrai que... L'EFT, c'est des points de mémoire. Exactement. C'est des points sur les méridiens, comme des points d'acupuncture, finalement, dans lesquels tu exprimes quelque chose qui a été compliqué pour toi. Ça peut être, par exemple, je pensais à une femme que j'ai accompagnée qui faisait de l'agoraphobie. Parce que
comment dire, ça lui provoquait des émotions de sortir. Et en fait, elle exprime ce qu'elle ressent. Et on tape sur les différents méridiens pour faire baisser l'anxiété. Et le but avec cette technique, c'est de faire baisser l'anxiété, mais d'exprimer aussi ce qu'on ressent, parce que parfois, il y a des choses auxquelles on ne pensait pas. Et pendant des séances, ça ressort. Et le but, c'est de faire baisser l'anxiété pour que la fois prochaine, soit on évacue ce qui s'est passé, soit on se sente moins anxieux. Ça peut être efficace, par exemple, avant un podcast, quand on est stressé. Enfin, c'est des techniques vraiment, vraiment très, très efficaces. Ouais. Parce que, et ça permet peut-être même de ne plus avoir finalement la phobie, ou en tout cas le problème finalement identifié. Après, c'est des phobies. Bien sûr, ça traite les phobies légères. Les plus gros traumas, il faut aller voir des personnes plus spécialisées. Toi, finalement, donc ta journée est très rythmée, ta vie est rythmée, parce que tu fais tout. C'est bien aussi, finalement, aussi d'avoir un environnement. Finalement, tu pourrais aussi demander à des personnes de t'aider, dans la partie administrative, comptable, etc. C'est un choix. J'ai un expert comptable. Tu as ça quand même. Je fais beaucoup de choses. Je fais la facturation, etc. Mais c'est lui, bien sûr, qui fait le bilan. C'est pas ce que je préfère, la comptabilité, mais il faut bien faire les factures. Donc, et en ce qui concerne Instagram, ça, j'ai pas envie de déléguer pour l'instant parce que j'aime bien le faire. Même si c'est très énergivore, parce que je fais pas partie de la génération Instagram. Donc, souvent, mes enfants m'aident. C'est bien ça. Ouais, parce que, d'ailleurs, j'ai prévu de faire une petite formation pour m'améliorer. Oui, c'est très utile. Mais je te rejoins, c'est très énergivore. Il faut poster tout le temps. Surtout quand on a des followers. Toi, tu en as pas mal. Dans ton métier quotidien, après, tu consultes le samedi aussi ou pas? Ou tu fais des breaks quand même le week-end, tu te l'accordes pour toi? Alors, on me demande beaucoup le samedi. Ouais. J'avoue que je le fais pas. C'est bien, t'as ta bulle. Ouais, parce que je me dis, si je commence, et en plus, tu sais, Instagram, il y a beaucoup de... Avant, je répondais à n'importe quelle heure. Maintenant, à partir de 21h, j'essaie de plus répondre. Sinon, à la fin, on fait que ça. Le samedi, je le fais pas. Peut-être un jour. Mais de toute façon, mes enfants passent avant. Ils sont toujours passés avant mon travail. Et donc, je me dis que je travaille beaucoup la semaine. Si en plus, je ne les vois pas le week-end, c'est pas possible. D'accord. Donc, finalement, pour revenir à la question que je voulais te poser, c'était dans tout cet environnement, cette dynamique que tu as, cette organisation, c'est quoi finalement ton plus grand bonheur dans ce métier? Alors, mon plus grand bonheur, c'est de me sentir utile. J'ai vu d'ailleurs un podcast il n'y a pas si longtemps sur la confiance en soi et j'ai pas été étonnée. La personne disait que quand tu aides les gens, ça augmente ta confiance en toi. Donc, ça me fait du bien de me sentir utile, de voir que quand je fais une guidance parentale, que les parents me disent là je me sens mieux, j'arrive mieux à me contrôler. Donc du coup, comme moi je me contrôle, ça part moins en escalade. Quand quelqu'un vient me voir pour des problèmes d'organisation et qu'il se sent mieux après, si c'est pour la confiance en soi, de voir quelqu'un qui n'a pas confiance, une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a les épaules à l'intérieur, et au bout d'un certain moment, ça va mieux. C'est plus facile d'aller vers les gens. Donc c'est d'aider les gens à se développer spirituellement, à trouver leur voie. À décider de faire une reconversion et au bout d'un certain temps c'est difficile mais la personne elle y arrive. J'ai une femme que j'accompagnais qui se convertissait donc en naturopathe. Et là elle m'a dit qu'elle avait passé la première année qu'elle avait eue, qu'il restait qu'une année. Ça me fait plaisir de voir que les gens évoluent, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent mieux, que ça les aide finalement. Ouais. Finalement ça se concrétise, tu vois du concret à ce que tu apportes. Donc tes conseils apportent du bien, du bien-être aussi aux personnes. Et donc ça, c'est très important. C'est vraiment un moteur pour toi, du coup, dans ton quotidien, Ah oui, c'est sûr. C'est vrai que j'ai la chance d'aller travailler et d'aller travailler avec plaisir. Tu as... Alors, tiens, c'est intéressant comme question qui me vient, mais est-ce que tu... reçois par exemple, donc tu es coaché comme tu dis, dans ton univers, tu as un lieu spécifique ou tu fais ça chez toi? Alors, au tout début de l'activité, je faisais du Zoom. Je me suis très rapidement installée. Je suis dans le 16e, du côté de la rue, dans une petite rue du 16e. Au début, il y avait énormément de Zoom. Après, il y avait le Covid aussi. Donc après, les gens ont préféré venir. Il y a certaines personnes qui préfèrent venir.
D'autres qui mélangent les deux, que je ne verrai jamais, parce que quand c'est les guidances parentales, il y a les 2 parents, donc il faudrait qu'ils viennent les 2. Mais de plus en plus de personnes préfèrent venir. Contact physique, personnel, il y a plus de relations, on va dire, intimes qui se créent, si tu veux. On est plus dans le partage que devant un écran. Et pourtant, je fais quand même 70% de mes coachings par écran interposé. Il y a des personnes que je n'ai jamais vues, que je verrai jamais en vrai. Mais on peut faire de l'EFT à travers l'écran. C'est pas parce qu'il y a un écran qu'il y a des personnes... Ça m'est déjà arrivé de coacher des personnes qui habitent en Thaïlande, dans d'autres villes de France. Donc du coup, ça aide. Et même s'il y a un écran, on se dit les mêmes choses. Mais c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus le Covid... Certaines personnes préfèrent venir parce qu'ils sont plus attentifs quand ils sont là et ça fait un moment à soi sans être dérangé par les enfants, etc. Du coup, c'est chez toi. Enfin, tu fais ça dans Non, c'est dans un cabinet. Ah, tu fais ça dans un cabinet propre, voilà. C'est ça. C'était un choix important pour toi de scinder, finalement, avoir ton lieu de vie et ton lieu professionnel? C'était surtout indispensable parce que j'ai 3 enfants à la maison. Donc, alors, de temps en temps, je fais des coachings de chez moi. Le mercredi, ça m'arrive. Je préviens qu'il ne faut pas rentrer. Mais tape à la porte, fais des signes. Est-ce que tu peux me prêter ton pull, tu peux me prêter ton sac et je ne peux pas m'interrompre, donc ça me déconcentre. Ouais. Donc, je le fais quand je n'ai pas le choix, mais je préfère le faire de mon cabinet. Voilà. Même si c'est en Zoom. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, quand tu regardes tout ton parcours, tu regrettes? Tu te dis, mince, j'aurais peut-être pu faire autre chose. C'est la question qui sort de nulle part. Non, j'adore cette question. Non, je ne regrette pas du tout. Je pense que toutes les expériences que j'ai faites, même les mauvaises, m'ont aidée. On va dire que les expériences, les bonnes, tant mieux. Les plus compliquées, ça permet de prendre des leçons, même si parfois elles sont dures, pour s'améliorer. Je pense que le fait d'avoir été dans l'entrepreneuriat, même si ça me plaisait moyennement, ça m'a appris à travailler. Je travaillais donc avec mes parents, avec ma mère en particulier, qui m'a donné... qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation, parce qu'elle était très organisée, la détermination, le fait de me dire que quand on veut quelque chose, il faut être déterminé pour l'avoir. Et je pense que si j'avais fait du développement personnel plus tôt, j'aurais pas été prête. Mm-hmm. Le développement personnel, ça m'a permis d'apprendre à mettre des limites, d'avoir beaucoup plus confiance en moi, pour pouvoir aider les gens, etc. Donc non, je regrette rien du tout. J'aurais fait plus tôt, je pense que ça n'aurait pas été adapté. C'est tombé à point nommé quand j'en avais besoin et quand il me le fallait. Donc je regrette rien du tout. Et à refaire, je pense que je ferais exactement la même chose avec les erreurs incluses. Ouais, mais c'est souvent la conclusion qu'on se dit, en fait. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses, même les erreurs. Et tu penses que c'est de la destinée ou un libre arbitre ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que je pense que c'est la destinée ou le libre arbitre ? En regardant tout ton parcours. Hein. J'aime bien cette question. Je pense que un peu des deux. C'est-à-dire qu'au début, c'était la destinée. J'avais besoin d'apprendre à mettre des limites. Et comme j'en mettais pas assez, donc c'est un peu comme Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc j'ai recommencé 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps que je prenne une bonne leçon et que là, j'arrive à mettre des limites. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses dans mon mode de fonctionnement, beaucoup de choses dans les personnes que j'attirais, au niveau énergétique, etc. Et donc, après, ça a été le libre arbitre, une fois que ça a été la destinée. Là, j'ai pris ma vie en main, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'était un petit mélange des deux. Même si je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. C'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Moi, je dis 80% de destinée, 20% de libre arbitre. Et en fait, le libre arbitre va te... Ouais, tu vas choisir le chemin sur lequel tu vas vouloir y aller. Alors, il va être plus ou moins difficile, mais de toute façon, l'événement, quand il est là, en fait. Donc j'adore. Merci pour Merci à toi. Ce que tu réponds et ce que tu partages. Et il n'y a que des rendez-vous. Je pense aussi. Ce week-end, j'étais à un week-end organisé avec 35 femmes. C'est des week-ends sportifs. On fait que du sport. On rencontre... Il n'y a que des femmes.
Et c'est la deuxième fois que je le fais. Et comme par hasard, la première fois, la personne qui s'est assise à côté de moi, elle avait une fille TDAH sur 35 femmes. Hein. Et cette fois-ci, la même chose. Une autre qui s'assoit à côté de moi, on commence à discuter. Donc ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est des gens que tu dois rencontrer, qui peuvent t'aider. Je pense que même les gens avec qui c'est difficile, ils t'apprennent quelque chose, même si c'est désagréable. Comme tu disais, il y a des personnes qui peuvent être... tu peux avoir des mauvaises expériences, mais ça t'apprend des choses sur toi, sur ce que tu dois faire et pas faire, et vers qui Ah oui, aller. bien sûr, en fait. C'est toujours un échange déjà d'informations, énergétiques, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on ne le voit pas, qui est là. Et en fait, toutes les rencontres, en fait, nous apportent quelque chose et nous font grandir, même si la relation peut être compliquée, ou peut-être que la relation va durer 2 minutes, 5 minutes, c'est juste pour un message, et puis après, on va passer du temps avec une personne, peut-être pendant un laps de temps, on va être très bons amis pendant une période, après on se voit moins, etc. Mais c'est parce que les choses qui étaient nécessaires ont été faites, et après on passe à autre chose, et ça nous permet de grandir. Exactement. Ça, c'est vraiment... Et je pense que même dans ton quotidien, donc toi qui as ces personnalités que tu coaches, finalement, ça t'apporte aussi. Enfin, ils ont forcément aussi des choses qui nous donnent. Hein. Quand on coach quelqu'un, quand on partage, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est sûr, c'est sûr. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui te correspondent et des personnes qui te correspondent moins. Et je pense que les personnes qui me correspondent moins, c'est celles qui me font le plus travailler. Parce que ça me permet de me remettre en question, de me dire pourquoi à un moment donné, ça ne me correspond pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui me dérange chez cette personne? Peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas travaillé. Donc, je pense que c'est les personnes les plus difficiles qui permettent d'avancer et de s'adapter aussi. Parce que le coaching, c'est avant tout s'adapter aux personnes qui sont en face de toi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que dans le milieu professionnel, et en l'occurrence, dans les grands groupes, dans les grandes entreprises et salariés, les individus sont tous différents. Et très souvent, on se dit, bon, celui-là, finalement, la relation est compliquée, mais on ne va pas forcément avoir l'analyse tout de suite. En tout cas, tout le monde ne va pas l'avoir, de se dire, tiens, peut-être que j'ai quelque chose à travailler pour que ça se passe mieux. Peut-être que ça vient de moi, etc. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Enfin, voilà, après, il faut être aussi dans le développement personnel. Ça fait partie des bases. Et je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Vraiment. Parce que ça m'est déjà arrivé d'accompagner des femmes ou des hommes où il y avait quelque chose, c'était difficile. Et donc après, une fois que c'est terminé, je me pose, il y a des supervisions aussi pour dire voilà ce qui s'est passé dans ce coaching, ça m'a dérangé, etc. On se fait superviser aussi. Et à un moment donné, de dire pourquoi cette personne, il y a cette chose-là qui m'a dérangée. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai chez moi et que du coup, quand je le vois en face, ça me dérange? Et donc la fois d'après, quand tu sais ça, tu mets ça de côté pour être plus à l'écoute. Ouais, je suis d'accord. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui a envie de se lancer dans, pas forcément donc le coaching, il y a beaucoup de coachs, voilà, on peut très bien aimer le développement personnel et se lancer là-dedans, mais vraiment dans le même milieu de toi, c'est-à-dire vraiment spécifiquement pour les personnes qui ont un TDA ou une spécificité établie, on va dire. Je dirais de se former, parce que alors d'être TDAH soi-même, ça aide, parce qu'on est passé par là, ou d'avoir des enfants. TDAH, ça aide, mais de se former, de lire sur le sujet. Il y a des nouvelles techniques régulièrement, de s'informer pour pouvoir affiner finalement son expertise. Tout ce qui est aussi émotion, ça me paraît important de pouvoir gérer les émotions, d'avoir quelqu'un qui est en face de toi qui est pas bien, qui pleure, de pas être gêné avec ça, parce que si tu es gêné avec ça, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est clair. Et pour ça, il faut travailler. En fait, il faut se former, parce que d'abord, ça c'est important, ça rend plus légitime. On peut pas juste être coach et accompagner des parents d'enfants qui sont en difficulté, en détresse, en burn-out. Donc, je pense que c'est très, très important de se former, de lire, de se renseigner, d'aller dans les colloques, de faire des formations pour apprendre plein de choses, finalement, sur le sujet. Bien sûr. Et sur juste, si la personne a envie de se lancer, et se dire, je veux me mettre à mon compte, et c'est quoi le conseil que tu donnerais? Alors, c'est vrai que quand je m'étais lancée, mes enfants m'avaient encouragée. Mon père était plus sceptique. Parce que le coaching, il ne savait pas trop ce que c'était, c'est quoi, c'est psy, c'est pas palpable. Mais c'est vrai que mon fils m'avait dit, comment tu sais que ça a marché?
Je lui dis, mais en fait, alors c'est pas du tout prétentieux ce que je vais te dire. Je lui dis, en fait, si je pars dans l'idée que ça va pas marcher, c'est même pas la peine que j'y aille. Donc, j'y vais. Et évidemment que ça peut traverser l'esprit et qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas. Mais en fait, c'est comme la méditation. Tu sais, je pousse les pensées comme ça et je me dis, j'y vais et je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est un peu la loi de l'attraction. Si on y va et on est perdant, ça sert à rien. Oui, tout à fait. Donc, si je devais avoir un conseil à donner, c'est passer à l'action. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que moi, personnellement, j'ai hésité, j'ai commencé à me poser des questions, je passe à l'action, même si ça me fait peur. C'est-à-dire, dans la formation, la toute première que j'ai faite, j'ai failli ne pas la faire. Et je me suis retrouvée à discuter avec un ami d'un ami. Et je lui ai dit, voilà, il y a cette formation, mais il y a une prise de parole à la fin, dans le dernier séminaire. Et moi, c'est rédhibitoire, la prise de parole. Et en fait, il m'a dit, mais vas-y, lance-toi, sors de ta zone de confort. Et à chaque fois que j'hésite à faire quelque chose, je pense à ça. Et je me dis, de sortir de sa zone de confort et d'y aller sans se poser trop de questions, je pense que c'est intéressant. Après, c'est dur, ça fait peur. Mais on peut y aller quand même. Mais ça fait tellement du bien. Ah, ça fait tellement du bien quand tu as réussi à le faire, ça c'est sûr. Ah, mais même l'échec, allez, on va se dire, bon voilà, il y a des moments où on se dit, ouais, ok. Alors on est toujours très dur envers soi-même. Hein. On n'a pas forcément la bonne vision de sa valeur. C'est vrai. Mais se dire, je me suis lancée, je l'ai fait, déjà, rien que pour ça, on doit être satisfait. Après, on réussit à aller à 100%, 90%, etc. Bah voilà, faut en être satisfait. C'est l'action qui doit être la victoire. C'est ça. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Quand j'ai trop de doutes sur quelque chose, j'y vais. Je m'engage pour être déjà engagée. Après, je ne peux plus faire marche arrière. Waouh, j'adore. Une question, alors qui sort un peu du lot, différence entre coaché et patient, puisque donc tu travailles avec des personnes donc, qui ont un trouble qui est diagnostiqué dans le monde médical. Du coup, la différence entre coaché et patient, etc., pour toi, c'est... Pour moi, c'est coaché. Juste pour expliquer aux auditeurs. Pour moi, c'est coaché. Patient, c'est psychologue et psychiatre. D'accord. C'est vraiment une frontière. Voilà, c'est ça. Moi, c'est coaché parce que j'ai pas fait des études ni de psychiatrie ni de psychologie. C'est du coaching. Donc, c'est des coachés. Mais c'est génial parce que, en tout cas pour les parents qui traversent, qui ont des parents, qui ont des enfants ou des membres de la famille qui ont ce trouble, c'est important parce que souvent on peut être très seul et pas du tout se tourner vers d'autres parents, c'est souvent difficile aussi, c'est pas forcément si facile. Ou trouver des conseils. Alors après, il y a toujours aussi des associations. Bien sûr. Je pense que tu dois en faire partie. Je ne sais pas, là je posais la question, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Si, il y a une des plus grosses, TDAH France. Oui, il y a plein d'associations, ça c'est sûr, c'est vrai. Après, c'est intéressant aussi de discuter avec des parents qui ont les mêmes difficultés, parce que de discuter avec les parents qui n'ont pas ces difficultés, ou de recevoir des conseils de parents qui n'ont pas ces difficultés, ça présente aucun intérêt. Je confirme. Si ce n'est de te culpabiliser. Après, de discuter avec des parents qui ont les mêmes problématiques, c'est sûr que ça peut être intéressant et ça peut... tu vois, dans les guidances parentales, dans le programme de résistance non violente, il y a une déclaration qu'on fait à l'enfant en lui disant qu'on l'aime, etc. Mais il y a des choses qui sont plus acceptables. C'est pour les parents d'enfants à comportement tyrannique. Et c'est vrai que quand je montre les déclarations, bien sûr, il n'y a pas le nom, aux autres parents pour les aider à la faire, en fait, il y a un côté... entre guillemets, rassurant, parce qu'ils se disent, en fait, on n'est pas les seuls dans la difficulté. Bien sûr. Donc, ça rassure et ça permet d'échanger aussi. Et question qui va être en rapport avec le milieu scolaire, pour les enfants, justement, et pour les professeurs, les maîtresses, maîtres d'école. Est-ce qu'ils sont formés, en fait ? Est-ce que, finalement, au niveau de l'éducation nationale en France, ou même dans d'autres pays, on devrait peut-être... prêter plus attention à ce trouble et former les professeurs, les maîtres. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu as tout à fait raison, mais il n'y a pas de formation en France. C'est vrai que j'ai déjà des maîtres, des maîtresses qui m'ont contacté sur mon mail, sur Insta, pour me demander si c'était possible, parce que le problème, c'est qu'ils doivent les payer eux-mêmes. C'est dommage, parce que dans une classe, il y a à peu près 3 enfants qui ont des difficultés, TDAH, ou ça peut arriver aussi TSA, trouble du spectre de l'autisme, des enfants dyslexiques, etc. Mais il n'y a pas de formation. Et c'est dommage, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait une formation qui ne dure pas des heures, mais une formation, je ne sais pas moi, qui dure 1 heure ou 2 pour expliquer les principales difficultés qui seraient prises en charge par l'éducation nationale. Parce que là, s'ils veulent en faire, ils doivent le payer de leur poche, ce qui n'est pas normal. Et c'est vrai qu'on m'a souvent contactée, donc
pas plus tard que la semaine dernière, il y a une maîtresse qui m'a demandé des informations sur le trouble du spectre de l'autisme. Je connais certaines choses que je lui ai expliquées, je lui ai conseillé un livre et je l'ai envoyé sur la page TikTok d'une femme qui fait que ça. Donc il y a des maîtresses qui veulent faire des efforts, etc. Mais c'est difficile parce qu'ils n'ont pas de formation. C'est vrai, tu as raison, on devrait faire une formation, un module ou deux pour expliquer. En tout cas, pour sensibiliser, pour peut-être même donner un petit guide finalement qui pourrait leur permettre de mieux gérer ou de mettre en place des règles spécifiques. Je pense que ça serait bien en fait. Mais je pense qu'ils sont aussi souvent perdus parce qu'ils ont entre 25 et 30 élèves. Voire 36. Voire 36 dans une classe, et que s'occuper de tout le monde, c'est pas si évident que ça. C'est sûr. Après, nous, en tant que parents, on va pour expliquer. Moi, j'y allais tout le temps pour expliquer au professeur, quitte à passer pour une emmerdeuse. J'ai une prof qui me l'a dit. Madame Sama, vous êtes une emmerdeuse, vous avez cette réputation. Et je t'avoue que ça m'a fait très plaisir. Je l'ai remerciée parce que ça veut dire que je suis entendue quand même. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant de faire des formations pour les aider, parce qu'en fait, souvent, il y a des professeurs qui sont là pour aider, mais ils n'ont pas toutes les informations. Ils n'ont pas les infos, le temps aussi. Bon, après, voilà. Mais effectivement, je pense que ça serait une très bonne idée. C'est sûr. À bon entendeur, pour le ministre de l'Éducation nationale en France. Est-ce que tu as des projets futurs, toi ? Alors, j'aimerais bien faire de nouvelles formations. Il y en a une en particulier qui m'intéresse depuis un petit moment. J'hésite à la faire parce que le formateur aime bien que les élèves se mettent au milieu, se mettent à danser, etc. Mais faut y aller. Voilà, donc je pense que je vais finir par la faire. Après, peut-être qu'un jour je ferai une conférence. J'ai déjà été sollicitée pour ça. Régulièrement faire des formations. T'enrichir. Voilà, exactement, enrichir, plus de matériel, plus d'outils pour accompagner. Et dans les neurosciences aussi, etc., je suppose. Ouais. Parce que c'est aussi lié à... Ça sera des nouvelles formations et lire beaucoup de choses sur le sujet, aller à des colloques, etc. Parce que quand je reste longtemps sans faire une formation, au bout d'un moment, je m'ennuie. Donc... celle-là me paraît pas mal du tout. C'est une formation PNL, programmation neurolinguistique. Et c'est vrai que dans ma première formation, il y avait des outils de PNL que j'adore, que j'utilise souvent. Donc, je m'étais dit, ça pourrait beaucoup aider. Waouh, c'est bien. J'adore. Il faut avoir des projets. De toute façon, c'est le moteur de la vie. Bien sûr. Et on se sent en mouvement comme ça. Et on se donne des objectifs à atteindre. Parce que sinon, on est dans ce qu'on va appeler la routine. Exactement. Et la routine peut vite éteindre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, il me faut des nouveaux outils. Et PNL, alors tout ce qui est relié aussi au cerveau, neurosciences. Tiens, une question que je ne t'ai pas posée, que j'avais listée. Oui. Est-ce que tu penses que finalement, on peut conditionner son cerveau pour la réussite ? Alors, je vais mettre une nuance. Oui, je pense qu'on peut, par exemple, se mettre dans un mindset positif, faire, je ne sais pas si tu connais la technique comme si, c'est-à-dire que quand on n'est pas super à l'aise avec quelque chose, on fait comme si qu'on l'était. Quand on n'est pas très bien, le fait de sourire, etc., ça peut aider, etc. Après, on peut se mettre dans une énergie positive et aller de l'avant. Maintenant, je nuance mes propos par rapport au TDAH, parce que là, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Donc, on peut mettre des choses en place, mais ça peut être plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de motivation dans le TDAH, c'est un dysfonctionnement des fonctions exécutives, de la motivation. Et donc, parfois, l'entourage qui ne comprend pas peut dire « Ouais, mais là, tu n'es pas motivé, tu ne travailles pas, tu procrastines ». Là, c'est plus une question de vouloir que de pouvoir. Donc oui, on peut, mais parfois, ça peut être plus difficile. Finalement, le meilleur conseil qu'on pourrait donner, alors après, quand on a ce trouble d'intention, c'est finalement d'aller complètement, alors ça va aller dans ce que je dis au quotidien, mais d'aller dans le plaisir, dans le plaisir de ce que j'aime faire, dans la passion, dans donc le choix du métier, par exemple, pour ces personnes, quand tu as ce trouble, alors peut-être que moi je l'ai, je n'ai pas été diagnostiquée, mais pourquoi pas, finalement, c'est d'aller dans le plaisir et d'aimer ce que l'on fait au quotidien pour avoir cette motivation et cette impulsion. C'est ça. Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme les personnes qui ont un TDAH ont un circuit de la récompense raccourci, et donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'aimer ce qu'ils font, qu'ils ont besoin de plus de plaisir, qu'il y ait de la dopamine, etc. Ouais. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Alors, de faire un métier qui nous passionne, ça aide à être motivé, et de commencer la journée
par quelque chose qu'on aime plutôt que par quelque chose qu'on n'aime pas, pour se mettre dans une énergie positive. Ouais. Donc ça me paraît indispensable, le plaisir d'aimer ce qu'on fait. Sinon, c'est pour tout le monde, finalement, mais encore plus quand on a des difficultés avec la motivation. Wow. Ça, je prends. Alors, on va passer à la minute vibration Prozen. Bon, tu connais le principe, des questions qui fusent et tu réponds. D'accord. T'es prête ? Je suis prête, toujours prête. Alors, si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro aujourd'hui, ici et maintenant dans cette pièce, quelle serait-elle ? L'écoute active. Waouh, bah oui. Mais c'est toi. Mais Merci. c'est ça. Merci. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou un rituel zen en un mot, lequel serait-il ? Je peux donner 2 mots ou pas ? Ouais, tu peux. L'organisation et le sport. L'organisation que tu tiens de ta maman. Voilà. Et le sport parce que c'est... Parce que j'ai découvert récemment que de faire beaucoup de sport, ça me permettait d'être plus zen et de penser à rien. Mais si je suis totalement d'accord. Incroyable. On met notre cerveau de côté pendant quelques temps. Et alors, c'est quoi comme sport ? Du coup, je rentre dans le détail. Alors, ça peut être du pilates, du yoga. Et récemment, je me suis essayée à du New Former. C'est quoi ça ? Ça ressemble au pilates, mais c'est sur des machines. Mais c'est tellement difficile qu'en fait, j'ai remarqué que plus c'était difficile, plus je suis concentrée et moins je pense. Ah, c'est intéressant. Donc j'ai un peu exagéré ce dernier mois, j'en ai trop fait. Donc là, je me suis mis un peu en pause et tout à l'heure, je reprends un cours de yoga parce que je me suis dit non, là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait du sport. Et ce week-end, j'en ai fait intensif. J'ai fait 6 cours par jour, mais j'étais bien en terminant. J'étais bien. Et ça apporte la sérénité, du bien-être et puis le corps. C'est très important, je l'ai dit à tout le monde aujourd'hui, il faut s'en préoccuper. Moi, j'ai vécu les 2 derniers mois, c'était un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, il faut s'en préoccuper. Si notre machine physique ne fonctionne plus ou a des problématiques, on ne peut plus continuer et aller de l'avant. Donc, plus on se préoccupe de soi-même, de sa maison, mieux c'est. Et surtout pour les autres. Il y avait un proverbe hindou qui disait, si tu veux bien vivre... si tu as envie que ton âme reste dans ton corps, il faut bien t'en occuper. Oh, j'adore. Moi aussi, je l'ai bien aimé. Alors, quelle couleur te représente le mieux ? Rose fluo. Wow. Attends, je regarde. Non, j'en ai pas. Il n'y en a pas là. Entre 2 rendez-vous, tu es plutôt thé, café ou eau ? Alors, il y a 2 mois, je t'aurais dit cappuccino ou café. Donc là, j'ai décidé d'arrêter. Ça fait 2 mois que je ne bois plus de café. Donc, eau. C'est-à-dire que j'en bois pas assez, mais je me suis remise à en boire, parce que c'est important, je pense. C'est important, et on dit que le cerveau est composé à 95%, je crois, d'eau, un truc comme ça. Je pourrais pas te confirmer. Voilà, et voilà, bon, donc petit rappel. Ton rituel matinal pro et zen en 3 étapes. Alors, d'une part, je me lève 2 heures avant le premier rendez-vous. En fonction de si je suis 2 heures à l'avance ou pas, je commence par prendre un petit déj léger. Après, direction salle de bain, ravalement de façade. C'est-à-dire que la totale routine, morning routine, etc. Je ne sors que quand je me plais. Après, je m'habille. Vêtements préparés de la veille, c'est mon côté contrôle fric, ça. Ordinateur prêt, tout est prêt et je file pour arriver à mon cabinet une demi-heure avant, parce que je déteste arriver à l'arrache juste avant le rendez-vous. Donc, d'accord. Voilà. Organisé et je note se plaire avant de sortir, et ça c'est important. Très important. La notion de plaisir dans tout ce que l'on fait, mais même vis-à-vis de soi-même. C'est ça. Je suis d'accord. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Une lionne. Oh, oui, ça te va. J'ai hésité entre 2. Ah, c'est lequel ? Qui sont diamétralement opposés. Une lionne ou une biche. Mais je me sens plus lionne. Parce que j'ai un côté quand même assez sensible. Mais peut-être une biche déguisée en lionne, je sais pas. Les 2, on prend les 2. Allez. Si tu étais un livre, lequel serais-tu ? Je serais Le parfum de Patrick Süskind. Je connais pas. Alors, c'est un livre sur le parfum que j'ai lu il y a une 20aine d'années. À la base, je voulais être née, moi. Parce que j'ai un odorat très, très développé. J'ai adoré ce livre. Donc, j'ai vu le film aussi, mais j'ai beaucoup aimé ce livre sur le parfum. C'était un peu glauque comme livre, mais très intéressant. Ils n'en ont pas fait un film ? Si, tout à fait. Ah, mais alors j'ai vu le film. Oui, voilà. Effectivement. Le livre est mieux. D'accord, beaucoup mieux. Je note. Ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire ? Alors, mon mentor pro, ça serait une femme qui s'appelle Claudie Duhamel. C'est une
une psychologue québécoise qui a fait passer des tests à mes enfants, des tests pour le TDAH. Et j'aime beaucoup cette femme parce que parfois c'était difficile, on ne va pas se mentir. Hein. Et en fait, elle arrive à trouver le potentiel de chaque personne. C'est-à-dire que parfois, j'allais la voir parce que j'avais besoin d'explications, etc. Et en fait, j'arrivais, j'étais pas bien. Et je ressortais, j'étais au top. Parce qu'elle encourage, elle fait du renforcement positif. C'est important, en fait, en tant que parent d'enfant TDAH, de dire c'est bien ce que vous faites, vous êtes une bonne maman, vous faites beaucoup d'efforts. Parce qu'en fait, on a beaucoup de commentaires désagréables, que c'est notre faute, etc. Donc, une certaine bienveillance, toujours des mots gentils, etc. Et en fait, je vois quand j'accompagne des coachés qui ont du mal à passer à l'action ou des parents qui sont débordés, etc., c'est important d'entendre des choses gentilles, bienveillantes, que je pense, parce que je ne dis que des choses que je pense. Je dis, si je pense pas, je le dis pas. Voilà, je suis assez franche. Et c'est important, en fait, des coachés qui arrivent, qui avaient un petit travail à faire, qui me disent, en fait, j'ai rien fait. Et quand on fait le point, en fait, ils ont tout fait. Donc c'est important je pense que c'est très important d'encourager les gens, de faire du renforcement positif, parce que ça fait toujours du bien d'entendre des paroles agréables, gentilles. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et donc, toi, elle te reboostait quelque part. Après. À chaque fois. Ouais. Et ça m'a beaucoup inspirée. Génial. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire? Alors, j'en ai pas vraiment. J'aime bien certaines personnes que je suis sur les réseaux, mais du genre Sadhguru, je crois. Ouais. J'aime bien ce qu'il dit, mais je suis pas là à écouter tous les jours ses vidéos. J'aime bien aussi Jamie Hughes. Mais j'ai pas trop vraiment de mentor zen. Ça serait plus, pour moi, la zénitude, ça passe par la persévérance, avoir la foi, la détermination. C'est ce qui me permet. Pour être honnête avec toi, je suis pas une femme très très zen, même si je peux en avoir l'air. Mais on va dire que la zénitude, j'arrive à l'avoir en me disant que ça va aller, que j'ai la foi, qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas, et ça me permet d'être plus zen, voilà, moins anxieuse. Voilà, moins stressée et anxieuse. Exactement. Okay. Attention, question finale. Si tu étais le meilleur conseil de coach pour booster l'attention, lequel serait-il? C'est difficile, un seul, mais je dirais faire quelque chose qu'on aime. Ça me paraît... plaisir. Ça me paraît très important de faire quelque chose qu'on aime et de commencer la journée par des choses qu'on aime plutôt que par des choses qu'on n'aime pas. Je pense que c'est très important. Voilà, donc le matin, on se lève et on fait tout de suite quelque chose que l'on aime. Et après, la journée, normalement, se déroule beaucoup mieux. Je pense. Wow, merci Magali pour tout ce partage. Merci Sandrine, merci pour l'invitation. C'était génial et au plaisir de te revoir. Avec grand plaisir. Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet frozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. À bientôt.